ambiant, un fascisme ambiant, un fascisme ambiant. De retour dans les studios de la radio d'État. Et comme annoncé, nous avons nos deux invités, donc Bastien Demars et Léa Vaz de Azevedo. Bonsoir. 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 Vous êtes timide? Non. Normalement, non, c'est plutôt moi, mais bon, bref, continuons. Vous êtes avocat et vous êtes critique des dérives que vous avez observées de la part du tribunal administratif. Et c'est pour cela que vous avez entrepris plusieurs actions dont on va parler ce soir. La première, c'est d'avoir monté l'Observatoire clermontois des droits et libertés. Donc, c'est une association d'avocats dont le but est de défendre le droit. Ma première question, c'est de quel droit vous faites allusion? Alors, l'objet de l'association est assez large puisqu'il est fondé sur plusieurs principes fondamentaux de l'état de droit, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et l'objectif de cette association, c'est de promouvoir le droit de manifester librement, le droit de s'exprimer librement également, et donc de porter des contentieux devant le tribunal administratif. Et récemment, on souhaitait contester l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme qui a autorisé l'usage des drones dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites. Donc voilà, c'est ce type de projet qu'on souhaite porter. Et l'association est toute récente, en fait. Vous n'avez pas non plus le temps de... C'est ça, elle vient d'être créée? Oui, tout à fait. Elle date du mois dernier. Et donc, on va parler de l'autre aspect, donc le tribunal administratif. Je vais peut-être commencer direct par un extrait. On avait déjà abordé ce sujet en février, je crois, avec une consoeur, Annabelle Bourg. Et il y avait une citation de la présidente du tribunal administratif qui nous avait bien plu. On réécoute. Nous ne sommes pas là pour réparer toutes les injustices ou dire à l'administration comment elle doit faire. Et c'était l'époque où j'étais très attentive au tapis sonore. J'avais beaucoup réfléchi à cet aspect des choses. Mais bon, du coup, elle dit ça, qu'on n'est pas là pour dire à l'administration ce qu'elle doit faire. Pouvez-vous expliquer ce qu'elle veut dire et ce que vous en pensez? Il faudrait peut-être demander au directeur des ressources humaines du Conseil d'État, puisque je pense qu'il y a une erreur de casting, puisque le juge administratif, justement, son rôle, c'est de contrôler l'action de l'administration. Et du coup, dans les faits, quelle est sa politique à Sylvie Bader-Cosa? Alors, sa politique, ça consiste à refuser l'accord de l'aide juridictionnelle aux populations étrangères. Donc, je rappelle que l'aide juridictionnelle, l'objectif, c'est que l'État prenne en charge les honoraires des avocats, qui peuvent être inaccessibles pour certaines personnes, dont les étrangers. L'autre pendant de sa politique, c'est de rejeter sans audience les recours qu'on présente. On a des cas où on agit en référé, en fait, où la décision est tellement illégale que l'objectif, c'est de neutraliser ses effets le plus rapidement possible. Et elle rejette les recours sans audience. Donc, sans respect du contradictoire, elle considère que l'urgence n'est manifestement pas caractérisée. Est-ce que vous avez un exemple de situation que vous pouvez relater pour qu'on se rende compte un peu de quelles situations sont... oui, voilà. Dans quelle situation sont les gens? Oui, donc récemment, j'ai eu le cas d'une famille albanaise qui a demandé un titre de séjour pour un enfant malade qui a 4 ans, qui est atteint d'une cirrhose comme une personne de 60 ans qui a été alcoolique toute sa vie, donc qui doit se faire opérer littéralement tous les trimestres à Lyon, ça se fait même pas à Clermont-Ferrand. Donc voilà, sa demande de titre de séjour date de 2020 à la préfecture. Ils ont été vus par l'OFI qui est là pour dire si effectivement les soins sont indisponibles en Albanie, si effectivement c'est une maladie très grave dont on peut mourir. Donc la famille n'avait pas de retour de la préfecture. Donc ils sont venus me voir, on a fait un référé en disant voilà, donc ça fait maintenant 3 ans que cette famille attend, qu'elle est en attendant au 115 au SAMU alors qu'ils ont un enfant de 4 ans qui est très malade et qui se fait opérer tous les trimestres, donc c'est pas acceptable. Mais là on nous a dit qu'il n'y avait absolument pas d'urgence puisque les parents ne cherchent pas de travail. On cherche encore le rapport aujourd'hui, hein, je n'ai pas trouvé le rapport. Il y avait un autre exemple Oui, du coup, le cabinet a défendu un chirurgien digestif, une personne syrienne, qui a travaillé donc, en tant que stagiaire au CHU. Il a bénéficié donc d'un premier titre de séjour. Il a demandé le renouvellement.
La préfecture n'a pas répondu. Le cabinet a contesté cette décision implicite de rejet, puisqu'en fait, au terme d'un délai de 4 mois qui suit le dépôt d'une demande de titre, il y a un refus implicite. Nous saisissons la présidente du tribunal d'un recours en urgence. La présidente nous dit qu'il n'y a pas d'urgence à statuer, alors même qu'on produisait au contradictoire une attestation du chef de service qui nous disait que la présence de monsieur était indispensable à la continuité des soins et que sa spécialité était extrêmement rare. Voilà. Et pour Madame Bader-Koza, on s'en fout. Mais c'est quoi sa logique en fait Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi elle refuse systématiquement d'ailleurs, est-ce qu'elle refuse systématiquement tous les recours qui arrivent au tribunal ou... Alors oui, sur l'aide juridictionnelle, on a eu des rejets il n'y a pas plus tard que cet après-midi. Donc on dépose une demande d'aide juridictionnelle pour contester un refus de titre de séjour et on nous dit que non, l'aide juridictionnelle ne sera pas versée puisqu'on est irrégulier sur le territoire. Donc c'est vraiment une impasse, quoi. C'est une impasse. Et du coup, ouais, pourquoi en fait, qu'est-ce que vous comprenez de sa politique? Est-ce que c'est automatiquement tous les étrangers qui se voient refuser les demandes de recours ou est-ce qu'il y a une logique Alors oui, il y a une espèce de délire gestionnaire en fait qui consiste à gérer les flux, en fait, les dossiers. Pour elle, c'est des flux de marchandises, quoi. C'est-à-dire que le dossier, c'est un élément comptable qui doit être géré tel quel, et peu importe si derrière, il y a des aspects humains, quoi. Donc pour la carrière, c'est toujours bon de devoir justement juguler le flux d'entrée de dossier en décourageant justement les requérants à saisir la juridiction. Est-ce que c'est un problème qu'il y a trop de demandes? Enfin, quand on parle de flux, c'est parce qu'il y a trop de recours qui sont faits ou... Oui, tout à fait. Il y a trop de recours et surtout, il n'y a pas assez de magistrats pour les juger. En fait, voilà, c'est une des conséquences de la dégradation du service public de la justice, en fait. Et est-ce qu'il n'y a pas une cohérence à cette politique par rapport au monde dans lequel on est? Quand on regarde le fait que notre président se fiche des manifestations contre la retraite ou que justement on décide de mettre en place des drones pour surveiller les manifestants, est-ce que c'est pas complètement dans l'air du temps? Alors si, c'est plutôt dans l'air du temps. Et puis pour revenir sur ce qu'on disait sur la gestion des flux, finalement aujourd'hui on fait payer aux étrangers et aux justiciables une politique qui est mise en place par l'exécutif. Et finalement, si la préfecture n'a pas les moyens de gérer finalement les objectifs qu'elle a, parce qu'elle a des objectifs d'expulsion, elle a les objectifs de rejet, d'OQTF, de tout ça, sauf au final, elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc aujourd'hui, on fait payer le prix aux étrangers et aux justiciables des ambitions d'une politique qui n'a pas lieu d'être. Et voilà, c'est là tout le problème, c'est que finalement, s'il n'y avait pas... tout ce que fait mal ou ne fait pas du tout la préfecture, on n'aurait pas à saisir autant le tribunal administratif. On n'aurait pas à faire autant de référés, à faire autant de recours. Moi, la famille albanaise, en l'occurrence, si la préfecture avait pas mis 3 ans à faire quelque chose, j'aurais pas eu à saisir le tribunal administratif. Et aujourd'hui, on vient pénaliser ces gens-là alors que c'est la préfecture qui fait n'importe quoi. Donc il suffirait d'avoir une préfecture moins raciste pour que vous ayez moins de travail. Pas que. Ok. Bon, alors, la suite de mes questions, c'est comment on fait pour lutter contre ça. Et justement, vous avez vous co-organisez la semaine de la honte du 20 au 27 juin. En quoi consiste cet événement ? Donc cet événement est co-organisé donc, avec le syndicat des avocats de France, avec aussi la CIMAD, avec RESF 63, la Ligue des droits de l'homme et ALS. L'association Logement Solidaire, si je ne me trompe pas dans les initiales. Donc ça commencera par une manifestation le mardi 20 juin à partir de 9h à 12h devant le tribunal administratif. Le but, c'est de faire un peu de musique, comme on sera la veille de la fête de la musique, avant une audience collégiale. Normalement, le bâtonnier de l'ordre des avocats prendra la parole lors de cette audience pour une motion de soutien. Durant toute cette semaine, nous allons diffuser au moins une fois par jour, un témoignage d'une personne qui a été victime des pratiques du tribunal administratif. Donc ces témoignages seront diffusés sur les réseaux sociaux qu'on a créés, à savoir sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Et puis il y aura peut-être une surprise pour terminer en beauté cette semaine de la honte.
Genre une petite révolution ou une petite surprise? Peut-être. Ok, on verra. Et du coup, c'est juste... on a vu à la fin du confinement que les sans-papiers étaient finalement une réserve de gens courageux et à la recherche de justice. Est-ce que ce serait possible ou est-ce que c'est prévu qu'ils se joignent à ces mobilisations? Alors en tout cas, nous, on leur a proposé de venir. Après, certains ont forcément un petit peu peur, ce qui est compréhensible au vu de leur situation qui est déjà pas évidente. En tout cas, nous, on leur propose de venir. Ils font comme ils le souhaitent, mais ils sont les bienvenus parce que c'est quand même les premiers concernés et les premières victimes de tout ce qui se passe. Et ils se retrouvent dans des situations qui sont inextricables et qui sont parfaitement injustes. C'est de la maltraitance administrative, ni plus ni moins. Je vais vous poser une dernière question à laquelle vous avez déjà répondu, mais au cas où. Pour retrouver toutes les informations, comment faire? Alors du coup, on a créé des comptes Twitter, Instagram et Facebook. Donc sur Twitter, nous nous appelons SDLH-CLFD. Sur Facebook, nous sommes Semaine de la honte-CFLD. Et sur Instagram, nous sommes Semaine de la honte-CFLD. Allez, j'en profite pour une petite annonce. Cécile, je te laisse. Oui, voilà, peut-être pour